café débat, autour de la recherche en médecine générale. Je vais me présenter, je suis André Rabiada, je suis président de l'association VERGIBI, l'association des jeunes chercheurs en médecine générale. Et je suis également chef de clinique en médecine G à Caen. Et bien sûr médecin généraliste. Ça va de soi. Pour introduire ce café débat, qui, comme son nom l'indique, va être un débat, l'introduction est courte. Le but, c'est qu'on échange ensemble sur la recherche en médecine générale. Je vais juste mettre 2-3 contextes. D'abord, c'est qu'il y a, on est, je le rappelle, Rabâche, mais je le rappelle quand même, on est sur une spécialité qui est jeune, et que du coup, la construction de la recherche, c'est aussi, elle aussi jeune en médecine générale, et que la filière universitaire qui est un peu un des symboles de cette recherche en médecine générale, c'est une filière qui est très jeune, mais qui grossit à vitesse exponentielle, puisqu'on est plus de 150 chefs de clinique et assistants maintenant en France, et qu'on voit apparaître depuis maintenant quelques années de vrais masters en soins premiers, notamment à l'Université Marseille-Saint-Quentin ou à Nice. Et cette recherche en médecine générale, au-delà de la France, en Europe aussi, ou dans le monde, c'est quelque chose qui commence à se construire, même si on a beaucoup plus de retard en France, et sur lesquels on commence aussi à réfléchir, à vouloir construire des choses. Et ce, dès maintenant, dès votre stade à vous, qui est celui de l'Internet, puisque en fait vous entamez pour la plupart votre premier véritable travail de recherche, qui est votre thèse d'exercice, puisque je vous rappelle que vous avez une thèse à faire, que vous ne pourrez pas y échapper, et que ça constitue, à toute échelle, que ce soit un petit travail ou un gros travail, ça constitue un travail de recherche. Sur la recherche en général, j'aime bien rappeler cette citation d'un chercheur néerlandais qui disait pourquoi on fait de la recherche en médecine G. On fait de la recherche en fait pour être meilleur avec nos patients. Parce que c'est bien de lire des recommandations des autres spécialités, ou en tout cas en hospitalier, mais au final c'est pas très applicable. Mais on fait surtout, le but de la recherche, c'est surtout de nous aider dans notre pratique du quotidien. Et c'est surtout pour ça en fait qu'on fait de la recherche. C'est pas forcément pour chercher le canard à 5 pattes ou 6 pattes qui n'existe pas. Donc ça c'est le premier point. Et puis la recherche, comme je l'ai dit, ça peut être à chacun son niveau de recherche. Ça peut être aspect très loin. Je suis un des exemples de la filière où je suis chef de clinique, où j'ai un master, je fais une thèse de sciences et je vais entamer la carrière. Mais ça peut être aussi simplement faire de la recherche hors université, à l'échelle de son cabinet, à l'échelle de sa maison de santé, qui permet notamment via les protocoles de faire simplement de la recherche pratique, ce qu'on appelle souvent la recherche d'action, au sein de chacun. Donc voilà ma petite introduction. Ce que je vous propose, c'est qu'on vous donne la parole et comme ça la scène est ouverte et on va essayer de répondre ou de partager vos expériences aussi. Si vous en avez. Du coup, il y a un micro pour parce qu'on est enregistré, donc on va éviter de faire trop de dialogue. Du coup, est-ce que la recherche en médecine générale, ça permet de trancher? Par exemple, quand on a fait un AVC, on dit qu'il faut baisser la tension artérielle, mais ça peut provoquer des chutes chez la personne âgée. Est-ce que c'est la recherche en médecine générale qui va dire non, je voulais plutôt laisser une tension haute ou je voulais faire plutôt une tension basse? Est-ce que c'est dans ce genre de dilemme que la recherche en médecine générale intervient? Tu as tout compris.
c'est exactement ce genre de dilemme. Ta recommandation, en effet, si je reprends ton exemple, c'est il faut faire baisser la tension pour un AVC. Ça, c'est la recommandation hospitalière parce qu'en fait, la personne peut lui faire baisser sa tension et au final, elle ne tombera pas ou elle tombera que de son lit d'hôpital, donc c'est pas forcément plus grave. Par contre, en médecine G, elle peut tomber chez elle et ça peut être plus important. Et en effet, le but, ça va être de faire de la recherche sur la population de médecine générale. Si dans la plupart des facs maintenant, de vos facs, vous avez notamment des fiches de thèse, on dit toujours, et depuis la réforme, c'est encore insisté sur le fait qu'il faut que ça soit dans la spécialité. Et un des critères pour dire que c'est la médecine G, c'est qu'on s'intéresse à une population de soins premiers. Je ne refais pas le carré de White. Tout le monde voit ce que c'est que le carré de White ou pas? Carré de White qui dit que sur 1000 patients, je vais faire un c'est plus simple, sans schéma, sans affichage, 1000 patients, il n'y en a qu'un qui est au CHU. Et qu'à la base, toutes ces études, typiquement, commencent sur ce 1%. Nous, on en voit 200 à peu près, sur les 100. Donc le but, c'est de faire de la recherche sur les 200. Et bizarrement, ou pas bizarrement, certains diront bizarrement, en fait, on ne retrouve pas tout à fait la même chose. Et on ne retrouve pas tout à fait le même résultat, un résultat qui peut être plus nuancé dans certains cas. Typiquement, on peut partir sur l'hypothèse que c'est plus nuancé pour ton cas. Ou un résultat plus tranché dans d'autres. Mais le but en effet des recherches, c'est pour ça que j'insiste sur le fait qu'on fait des recherches pas pour le plaisir de faire de la recherche. On n'est pas des rats de laboratoire. Le but de la recherche, c'est de faire de la recherche pour nos patients. Et les patients, pour le coup, aiment ça. C'est-à-dire que très souvent, quand on leur dit « Au fait, est-ce que vous voulez participer à un protocole de recherche ?»« Ah, c'est super !» En fait, ils adorent ça. Ils adorent se sentir participer à quelque chose et se dire qu'on peut faire de la recherche, en fait, que son médecin généraliste, son médecin traitant fait de la recherche. C'est quelque chose d'important. Et faire de la recherche, d'ailleurs, ça peut commencer par ça. En tout cas, après l'internat, ça peut commencer par être juste simple investigateur. Pas besoin d'être universitaire, pas besoin de faire des formations, pour juste inclure des patients dans la recherche, dans un protocole de recherche. Ça peut être juste un premier pied, en fait. Donc oui, typiquement, c'est ça, et c'est de pouvoir répondre après derrière aux patients. Il y a une étude qui est faite en médecine G qui dit qu'on peut faire ça comme ça. Et c'est pas forcément la même réponse de la recommandation officielle qui a été faite sur une étude plus hospitalière. Et quand on a des résultats de recherche, par exemple dans les maisons de santé, comment est-ce qu'on peut accéder à ce genre de données sur PubMed? Comment dire? C'est enregistré, donc il y a des choses que je vais dire. Alors, c'est tout le problème du financement de la recherche en médecine générale, en tout cas à l'heure actuelle. Parce que c'est pour ça que je faisais dans l'introduction, insister sur le fait qu'on est une filière qui est jeune, et qu'à l'heure actuelle, la plupart des appels d'offres, à l'exception, et je vais en parler tout de suite après, la plupart des appels d'offres sont des appels d'offres en fait, qui sont très hospitaliers. Premier. L'exception, ça a été, il y a eu un appel d'offres l'année dernière en fait, qui était uniquement sur le premier. Et c'était le premier appel d'offres du ministère disant on veut faire la recherche sur le premier. Le deuxième problème, c'est que du coup, la recherche ça coûte cher. Faire un protocole, ça coûte cher, qu'il faut le financer. Dans les maisons de santé qui arrivent à le financer, soit on a notre appel d'offres en détournant, et c'est pour ça que la recherche-action ça marche bien, parce qu'en fait, on ne présente pas ça comme de la recherche. La recherche, c'est accessoire. C'est le truc, ce petit cerise on the cake, quoi. C'est le truc en plus. Le premier truc, c'est une action en faveur des patients. Mais ça demande, du coup, c'est du financement sur le financement des maisons de santé, ou d'autres financements sur les fonds
filière des ARS par exemple. Et puis il y a le deuxième problème ensuite que tu dis, c'est que ça demande plus l'accès à des données pour faire un petit peu de bio. Et là, on se débrouille comme on peut en fait. C'est-à-dire que il y a plein de moyens détournés que je ne dirai pas ici pour accéder à des articles payants. Et puis sinon, c'est à peu près ce moyen parce qu'en fait aucune maison de santé ne paye officiellement un abonnement à des revues qui coûtent un bras, quoi, très clairement. Maintenant, la deuxième possibilité aussi, et c'est une bataille un peu de tout le monde, pas que de faire JP, je pense notamment CNGE, c'est d'essayer de faire en sorte que les MSU qui sont que MSU, que maîtres de stage, puissent accéder aux ressources de l'université. C'est un peu compliqué pour des raisons administratives, mais en tout cas c'est un combat qui est fait pour que justement au moins les maîtres de stage qui sont beaucoup nombreux, et on peut imaginer qu'il y a des maîtres de stage beaucoup, dans la majorité des maisons de santé maintenant, puissent au moins accéder et du coup faire bénéficier leurs collègues sur le terrain. Merci. Bonjour, moi je viens de Versailles Saint-Quentin. Quand j'étais externe, je suis passé chez le professeur Saint-Henri Mathilde François et il nous avait parlé qu'il y avait bientôt, donc l'année dernière, un référentiel des médecins généralistes adapté pour le 3e cycle, pour la pratique future, pour quand on va voir qu'il y a des équivalences avec certains autres référentiels, là j'avais en tête l'équilibrage du diabète chez la personne âgée où certes il y a une multiplication à 10 ans, mais il y a une surmortalité avec les hypoglycémies en vie, tout ce genre de choses. Savoir si c'était toujours d'actualité. Alors oui, c'est toujours d'actualité, mais d'ailleurs il y a une partie qui est sortie si je suis sûr et certain, puisque j'ai écrit un des items, donc non, oui, il y a ce référentiel en fait, ça concerne moins les internes maintenant puisque vous avez passé le CN, mais du coup un référentiel en effet des items de CN sur la médecine générale, et on en revient à la question, et en fait on a basé l'écriture de ces items sur nos recherches à nous. Alors je ne peux pas parler de mon item à moi, je prends l'exemple par exemple de l'infection urinaire, où toute la conduite à tenir qui est décrite est basée sur des études faites notamment par les équipes de Rouen et de Bordeaux sur les infections urinaires masculines, qui ont trouvé en fait certaines infections urinaires masculines, donc traitées en médecine générale, qui tempèrent un peu le côté infection urinaire égale masculine égale prostatite. Je vous la fais très courte, mais du coup c'est l'exemple typique d'études faites en médecine G qui a permis en fait de faire évoluer et d'être beaucoup plus proche de la pratique, parce que en effet en pratique on ne sort pas de la fureur qui me donne tambour battant dès qu'un jeune homme dit qu'il a une infection urinaire. Et ça c'est l'exemple typique de recherche faite en médecine générale sur la population de médecine générale qui permet de faire une petite différence par rapport aux recommandations officielles. Bonjour, donc moi je suis interne en médecine générale. Donc je suis interne en médecine générale à Lyon. Je m'intéresse beaucoup à ces problématiques, là je suis en année recherche justement. Et moi ce que je constate, c'est que j'ai l'impression qu'un des gros freins à la médecine générale, à la recherche en médecine générale, c'est le problème de codage. Et finalement, on n'a pas de données vraiment très bien codifiées dans les logiciels médicaux. Et ce que je trouve très intéressant, alors j'ai aucun lien d'intérêt avec eux, mais le SFMG, ce qu'ils font, ce genre de choses-là, où finalement, en essayant de hiérarchiser, de codifier, est-ce que c'est pas ça finalement l'avenir et qui ferait qu'on pourrait vraiment avoir des bonnes bases de données pour faire de la recherche en médecine générale? Alors, oui et non. Je vais te répondre oui et non. Oui, le codage est un problème, parce qu'on est assis en fait sur une mine d'or, très clairement dans nos cabinets et dans nos dossiers médicaux. C'est une mine d'or, des trucs
On a la différence des services hospitaliers, on a une base, je ne sais plus le nombre moyen de patients par médecin traitant, mais on est à plus de 500 patients suivis, qui plus est sur le long terme, sur plusieurs pathologies. Donc c'est une véritable mine d'or. Le problème, en effet, c'est que ce n'est pas collé correctement. Alors, oui, c'est un frein, parce qu'on voit que, je prends l'exemple des Pays-Bas par exemple, qui ont une culture du codage beaucoup plus importante que nous, et ils arrivent à faire du coup des choses extraordinaires. Maintenant, il y a deux choses. La première, c'est qu'il y a un travail qui est en cours, notamment dont participe la SFMG. En fait, sous l'égide du Collège de médecine générale, il y a la SFMG qui participe, il y a la CNG qui participe, sur essayer justement de trouver un moyen d'harmoniser ce codage-là et de favoriser le codage, en sachant qu'on a un gros frein qui est que si on veut faire, si on veut que ça soit efficace, il faut en théorie faire un codage qui soit simple pour les médecins, pour que ça soit faisable en fait. Parce que le but, c'est que ça soit faisable dans le quotidien. On revient toujours au truc de la recherche au quotidien pour les patients du quotidien. Donc il faut arriver à coder au quotidien. Et ça, c'est compliqué parce que beaucoup de médecins disent « Ah ouais, mais j'ai pas le temps, c'est compliqué, machin. » Donc voilà. Donc il y a tout un travail là-dessus sur comment arriver à coder efficacement mais simplement sans trop embêter les collègues et les confrères, qui est en cours. J'en dirai pas plus, mais en tout cas c'est un travail qui est en cours. Après, c'est pas le seul frein pour le coup, parce que tu as la chance d'être en année de recherche, mais c'est pas le cas de tout le monde, et du coup il y a un gros frein en fait aussi de temps et de financement, non pas de financement comme tu le soulignais, de financement du protocole de recherche en lui-même, mais de financement en fait du temps, parce que faire de la recherche ça prend du temps, et qu'il y a un problème de mise à disposition du temps et de financement de ce temps-là. Ça c'est un deuxième souci à gérer. Mais pour revenir au codage, en effet, il y a un travail qui est en cours. On essaye de trouver des parades. Peut-être que l'intelligence artificielle nous sauvera la vie, mais en tout cas c'est une des pistes envisagées. Mais c'est pas... Voilà. Le problème c'est qu'on n'est pas la culture. Et en France, on n'a pas la culture du codage. Très clairement. C'est pas dans les mœurs. Et juste du coup l'outil du SFMG, parce que moi je ne l'utilise pas au quotidien, mais est-ce que lui justement est simple pour la médecine générale, ou est-ce que vous trouvez qu'il y a encore trop de freins et que les médecins en fait, la SFMG, alors je vais juste pour que tout le monde suive la discussion. La SFMG a fait un outil, un outil qui permet de coder les consultations et beaucoup plus adapté à la médecine générale de soins premiers que par exemple la CIDIS qui est utilisée, je ne sais pas si vous êtes amusé en stage, ou si on vous a demandé même en stage de coder vos sorties d'hospice en CIDIS. C'est très bien, hein, mais essayer de faire ça en médecine G, c'est une fois sur deux, vous allez vous dire moi en fait je ne sais pas trop quel code mettre. C'est un peu compliqué. Donc, SFMG a fait un dictionnaire des résultats de consultation qui permet justement de plus au fait et de coller plus à ça, mais on en revient au même problème en fait qu'avec la CIDIS, c'est-à-dire que naturellement, ça rajoute un acte supplémentaire pour le médecin. C'est-à-dire que tu fais ta consulte, tu écris ton résumé de consulte dans le logiciel, mais en plus, après, il faut penser à faire le geste, à coder, parce que le logiciel ne va pas le faire automatiquement. Et vous allez me dire, c'est compliqué, c'est simple. C'est peut-être simple, c'est encore plus simple pour notre génération qui a l'habitude de cliquer et de taper vite sur un clavier. Pour d'autres médecins, faire un clic, c'est déjà très compliqué. Donc, du coup, on se retrouve avec des consultations qui sont non codées, qui sont en format brut, et ça, il faut les exploiter. Et ce
ce qui peut être compliqué. Mais ça peut être le cas sur le collège. Avec mes collègues à Caen, on avait regardé les tensions artérielles avant, après le déremboursement de l'année certain. Et en fait, on s'est rendu compte que dans un quart des médecins, en fait, marquaient leur tension en brut. C'est-à-dire, ils mettaient juste 14,7, mais version en texte. Là où chez certains médecins, ils utilisaient les 15 prévus dans le logiciel. Rien que ça change. En termes d'extraction de données, c'est pas du tout la même chose. Pour l'avoir fait moi-même, une partie, c'est pas du tout la même chose. Et c'est vrai que c'est un vrai frein. Et pourtant, rien qu'avoir l'attention des patients sur plusieurs années, c'est une mine d'or d'information. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou remarques? Alors moi j'ai une question pour vous lancer, c'est si vous êtes ici, si vous êtes potentiellement intéressé par faire de la recherche sous une forme ou une autre, comment vous voyez la recherche en médecine en fait maintenant en tant qu'interne ou plus tard quand vous serez installé? Je ne sais pas si quelqu'un veut se lancer dans cette question. Je m'appelle Alice Carnet, je suis interne en 3e semestre à Toulouse. Et du coup, je trouve qu'effectivement, moi je suis intéressée pour faire de la recherche. Je trouve qu'on a beaucoup plus, en tant qu'interne, même en tant qu'externe, on a beaucoup entendu parler de ce que c'était possible. On entend beaucoup parler du rôle d'investigateur. Je trouve que la concrétisation du parcours est parfois floue, et surtout si on n'a pas de lien forcément avec le département universitaire. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? C'est ça que je trouve qui est un peu difficile de savoir comment on arrive à faire des recherches, les financements possibles autres qu'universitaires, les structures, les labos de recherche. Pas évident de s'y retrouver, je trouve. C'est un avis qui est un peu partagé ou pas? Ouais. En effet, c'est un peu compliqué de se retrouver, comment dire? La recherche est un monde parallèle. On va dire ça, il faut être clair, hein. C'est un monde parallèle, mais c'est parfois même un monde parallèle dans un département de médecine. La filière s'est construite à la base, en tout cas si je prends l'exemple du CNGE, ça s'est construit en mode pas du tout sur la recherche, ça s'est construit pour rassembler les maîtres de stage. Donc, ça s'est construit en fait sur l'enseignement, sur la maîtrise de stage, et puis en fait c'est rajouter la recherche parce que l'université dit c'est enseignement et recherche, c'est pas enseignement ou recherche. C'est pas l'un ou l'autre, c'est l'un et l'autre. Et du coup, en tout cas en France, c'est compliqué de faire de la recherche, de se lancer, de faire de la vraie recherche hors université. Faut pas se leurrer, on peut toujours essayer de faire de la recherche au niveau de son cabinet, au niveau de sa MSP, mais il y a un moment, il y a un problème d'argent, on revient à la discussion de tout à l'heure, et il y a un problème en fait de moyens, c'est-à-dire que pour répondre à un appel d'offres, c'est plusieurs pages, et que même si on a l'habitude, un, on n'a pas le temps, et deux, il y a des gens qui sont des assistants ou des techniciens de recherche qui font ça, mais beaucoup mieux que nous. Parce que c'est pas notre job en fait. Et ça coûte aussi de l'argent. Et ces supports-là, il n'y a que à l'université, parce que le système est ainsi, il n'y a que à l'université que tu peux retrouver ça, ou vous pouvez retrouver ça. Donc c'est à la fois une force, mais c'est aussi un défaut de ne pas pouvoir en fait faire plus hors université, sauf cas exceptionnel, je précise. Mais en général, je connais plein de chercheurs en dehors de l'université. En dehors du département, c'est possible,
parce qu'ils peuvent être attachés à l'université sur un labo de recherche X ou Y. Puis les départements de toute façon sont, sauf cas exceptionnels, n'ont pas leur propre laboratoire de recherche de base. Mais sinon, c'est compliqué en fait hors université actuellement de faire en France de la recherche. Parce que c'est public, parce que c'est des fonds publics, ou alors c'est se rapprocher des labos, mais on sait tous la limite que ça sera. Et encore. À la fin, il faut toujours se rapprocher de l'université. Donc, toujours soit l'université, soit un CHU, parce que c'est les seuls en fait, qui ont la mainmise sur les moyens techniques et financiers permettant de faire la recherche. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Oui et non. Je ne comprends pas forcément tous les liens qu'il y a entre laboratoire de recherche et département. Donc comme les départements, c'est pas forcément leur laboratoire de recherche, donc eux aussi sont soumis un petit peu à la politique du laboratoire de recherche. Du coup, je comprends pas très bien comment on rentre en contact avec eux aussi. Évidemment via le M2, mais tous les M2 n'ont pas les... C'est pas très... c'est un peu un monde. Alors, il y a plusieurs façons de... Il y a plusieurs façons. Il y a deux entrées possibles pour les laboratoires. C'est en effet soit par le département, puisque, en tout cas pour les universitaires, donc les maîtres de conférences universitaires, les professeurs universitaires, à la différence des maîtres de conférences associés ou des professeurs associés, sont tous rattachés à un laboratoire. Tous. Du fait et qui est en lien avec leur thématique de recherche, en fait. Donc c'est une des façons, c'est en fait d'aller toper ces maîtres de conf et ces professeurs en leur disant... en regardant quel laboratoire ils sont et leur demander. La deuxième façon, c'est en effet le Master 2. C'est-à-dire que tous les Master 2 sont rattachés à une unité de recherche. Quelles sont. Ça fonctionne comme ça, et ça c'est dans toutes les disciplines. Hein. Vous allez en sciences humaines, c'est exactement la même chose. Tous les Master 2 ont une unité sont rattachés à un laboratoire. Donc c'est une des manières d'entrer en fait dans le laboratoire. Et je dirais même, en tout cas pour ceux qui veulent vraiment faire des recherches, je dirais que c'est même la voie royale en fait. Au-delà, plus que le département, c'est en fait de passer par le Master 2. Parce que c'est une garantie, en théorie, si vous avez choisi votre Master, ce que j'espère, et qu'on vous a pas imposé le Master, en tout cas de la thématique du master, c'est ça vous garantit au moins de travailler sur ce qui vous anime et ce qui vous plaît, plus que sur les demandes du département qui peuvent être parfois différentes de ce que vous souhaitez vous. Mais en tout cas, c'est difficile de rentrer directement en contact avec un laboratoire sans passer par l'une de ces deux voies. Est-ce que je peux juste je me permets juste de... Parce que moi, du coup, je suis en année recherche, mais j'ai encore un troisième fonctionnement, autre que celui-là, c'est par les SATT, c'est les sociétés accélératrices de transfert de technologie. C'est notamment quand on a un projet de recherche un petit peu innovant, et finalement, eux, ils sont là pour faire le pont entre justement les labos de recherche fondamentale et des projets plus innovants, alors que ce soit start-up ou autre. Et du coup, ils financent des chercheurs pour nous accompagner, etc. Moi, c'est comme ça en fait que je suis en année recherche. Je travaille avec un labo de recherche qui a été du coup financé pour participer avec moi à un projet de recherche. Alors c'est moins connu, notamment en médecine générale, ça se fait moins, mais c'est quand même enfin moi en tout cas c'est comme ça que je fonctionne. Et si je peux me permettre aussi, je pense qu'il y a un autre gros problème à l'année recherche, et pour en avoir discuté avec beaucoup d'internes, que ce soit en médecine générale ou ailleurs, c'est le problème des semestres d'internat. En fait, c'est tout bête, hein, mais comme les semestres d'internat changent en novembre, et moi, j'ai pas pu faire le Master 2 que je voulais parce que c'est un Master 2 qui commençait dès septembre avec des cours du lundi au vendredi. Et donc, je n'ai pas pu faire ce Master 2. Donc, j'ai dû changer et faire un autre Master 2 parce que les cours étaient le vendredi et le samedi matin. Et j'arrivais à m'arranger avec mon stage pour, en septembre-octobre, pouvoir y aller. Et ça, je trouve que c'est tout bête, mais c'est vraiment un gros problème. Ouais, ça c'est un problème qui a été soulevé maintes et maintes fois par l'ISNAR, je sais. En effet, ce décalage qu'il y a entre, pour l'avoir vécu aussi, hein, ce décalage qu'il y a entre le début des masters qui est sur l'année universitaire qui est de septembre
En tout cas en Master 2, en général, on finit les cours en mi-février, à peu près, quoi, grosso modo. Peut-être parfois plus tôt, ça dépend des masters, mais en tout cas qui commencent en septembre, alors que vous êtes encore dans votre stage, et que si vous n'avez pas un chef conciliant, c'est mort, quoi. Alors, voilà, Listener, je sais, a soutenu l'idée de trouver une solution, la solution étant de décaler le début du stage, les débuts de semestre d'internat, en fait. Et j'avoue que j'ai un peu déconnecté sur cette question-là, parce que c'était une question qui était notamment revenue suite à la réforme des ECN. Donc je ne sais pas du tout si ça a été repris ou pas, je crois pas, mais voilà, c'est vrai qu'il y a ce petit décalage-là qui pose problème en pratique, parce que c'est des masters qui sont en plus pas faits du tout à la base pour des internes, pour des médecins, quoi. Enfin, c'est fait pour la plupart pour des étudiants qui sont encore en phase initiale et qui sont étudiants à temps plein, ou au mieux qui ont un petit job d'étudiants à côté, quoi. Mais oui, c'est un des problèmes. On en revient à ce problème de disponibilité de temps et en fait financière derrière. Parce que, et ça c'est un autre problème, parce qu'en plus on est une spécialité où c'est quand même, faut dire, plus difficile de s'organiser sur des activités comme ça avec notre activité clinique que quand on est au CHU interne dans un service où en gros le truc est quasiment copier-coller, quoi, à chaque fois. De toute façon, beaucoup d'internes font des Master 2 et l'organisation est déjà programmée comme ça, quoi. Bonjour, Marie, je suis interne en médecine générale à la faculté de Tours. Vous nous avez dit que la recherche en médecine générale, c'est quelque chose d'assez récent. Je me pose la question de savoir si on a déjà un peu de recul sur les différents thèmes, sujets ou même les méthodes qui sont abordées en recherche en médecine générale. Est-ce qu'il y a des choses qui sont plus abordées que d'autres, ou est-ce qu'on arrive à avoir des recherches assez hétérogènes sur plusieurs domaines, ou est-ce qu'il y a des tendances quand même qui se dégagent? Bonne question. Je réfléchis en même temps. Il n'y a pas de... C'est assez hétérogène. Avec peut-être une petite spécificité en termes de méthode, où il est vrai qu'on est un peu plus friand des méthodes qualitatives que nos collègues. Parce que ça répond plus à ce côté approche globale. Voilà. À tort et à raison, hein. C'est un avis personnel. C'est à tort et à raison, c'est-à-dire que on est beaucoup plus friand de ce genre de méthode, mais qui ne permet pas non plus de résoudre toutes ces questions. La question de quel traitement mettre dans une infection urinaire masculine sera toujours répondue par un essai clinique classique, quoi. Et c'est aussi comme ça qu'on arrive à construire en fait la recherche, en tout cas la notoriété de la recherche en médecine G. C'est comme ça notamment je pense aux Anglais et aux Néerlandais, ont construit leur notoriété. C'est en fait en reprenant les mêmes méthodes que en hospitalier, mais en les basant sur de la population de médecine générale. C'est comme ça qu'on arrive à prouver des choses face aux études qui existent, quoi. Mais s'il y a une spécificité, c'est ça. Parce qu'on aime bien la méthode qualitative, beaucoup plus que les autres, ou en tout cas plus avant-gardistes, je dirais, parce qu'ils commencent à s'y mettre, mais plus timidement. Après, en termes de thématiques, c'est aussi large que la spécialité. Mais je vous invite, c'est pour ceux que ça intéresse, à regarder, parce qu'on a assez de recul maintenant, à regarder ce qui, dans les revues, en francophone, il n'y en a pas 40, hein, donc c'est exercice, c'est médecine, en tout cas dans la revue de spécialité pure,
mais en tout cas, à regarder dans les revues étrangères, je pense au British Journal, par exemple. Je pense à Family Medicine, une revue américaine. En fait, vous allez vous rendre compte que c'est spectre est large. Le spectre est large et la qualité équivaut à ce que vous trouvez dans les autres spécialités. Family Medicine, British Journal of Medicine, ou l'European Journal, qui est le journal d'Avocat Europe. Justement, pour rebondir sur les revues, comment, sachant que la médecine générale va avoir beaucoup de patients, beaucoup de pathologies, se mettre à jour, et se mettre à jour bien, c'est-à-dire que la recherche en médecine générale existe, c'est très bien d'avoir en hémato le tout dernier anti-cancéreux qui va sortir, ça sera de la spécialité, mais comment nous, pouvoir se mettre à jour sur toutes les matières et de façon adaptée à la médecine générale pour pouvoir avoir des explications claires et mieux prendre en charge nos patients. J'ai envie de te répondre Joker, mais c'est un des problèmes, en tout cas, qui je pense apparaît avec notre génération. Je m'inclus avec vous pour le coup, parce que on a été biberonné par les revues et biberonné par la lecture critique d'articles, et du coup on se pose la question, mais toutes les autres spécialités ont leur revue, et puis nous, en fait, voilà. Alors, le CNG n'est pas très loin, donc si vous demandez au CNG, ils vont vous dire c'est exercé. On va être franc entre nous. Oui, c'est une bonne base, mais c'est pas que quoi. C'est pas exhaustif, je dirais, et pour l'instant, ça n'a pas assez de poids pour être la référence opposable à 100%, quoi. Il y a des choses qui sont opposables, de très bonnes choses dans l'exercice, mais c'est pas la seule revue, et c'est pas ça. Donc c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué d'être au courant de tout. Je dirais que pour être pratique, et s'il y a un truc ou deux à retenir, il y a, je sais pas s'il y en a qui connaissent le blog Draghi Webdo d'Alexandre Martel, qui est chef de clinique à Paris, ou le compte Twitter d'ailleurs de Draghi Webdo. Donc Draghi Webdo, D-R-A-G-I. Je crois que c'est. Ouais, exactement. Qui fait une revue de presse en fait. Tous les semaines. Alexandre est un peu foufou. Il arrive à trouver le temps de faire une revue de presse hebdomadaire de tout ce qui pourrait être intéressant en MedG dans la littérature. Et en fait, on se rend compte que, et c'est là le problème de dire une revue, c'est qu'en fait, il n'y a pas qu'une revue, parce qu'il faut aller chercher, en plus des revues de MedG, il faut aller chercher dans les revues des autres spécialités, ou dans les revues plus généralistes, comme le New England, ou des choses comme ça. Ou le British Journal, le British Medical Journal, le BMJ. Donc il n'y a pas une revue en fait. Et c'est un peu la complexité de se dire tout seul, je vais me mettre à jour. C'est quasi impossible parce qu'on ne va pas, outre l'accès, on n'aura pas le temps, t'as pas le temps de lire tout. Et justement, c'est une problématique de temps et puis surtout de connaissance, peu importe la qualité de la personne. Une personne, elle est toujours critiquable parce qu'elle peut avoir ses influences, voilà. Est-ce que c'est un projet des futurs universitaires de médecine générale de faire un journal justement de synthèse, que ce travail de synthèse soit fait pour qu'il y ait une publication qui reprenne les choses majeures, qui prennent les choses qui vont vraiment nous influencer dans les grands journaux? Alors, je vais te répondre, le Collège national de généralistes enseignants va te répondre exercer. Mais c'est aussi critiquable. Ça restera entre nous. Je ne sais pas qui est abonné à exercer, mais c'est plus de la recherche, plus de la théorie que de la pratique actuellement exercée. C'est une revue qui ressemble plus à une revue scientifique, pour le coup, puisqu'il y a des articles écrits par des vrais chercheurs sous un format scientifique. Mais il n'y a pas de projet. Il n'y a pas de projet il n'y a pas de projet pour une deuxième raison. Et on en revient au débat de fond de tout à l'heure, c'est que on est une spécialité qui est jeune et une spécialité qui ne s'est pas forcément construite par l'universitaire.
C'est-à-dire que pourquoi médecine existe? Pourquoi il y a des sociétés comme la SFMG par exemple, typiquement, qui existaient bien avant, ou la SFTG, même principe. Parce qu'en fait, les médecins généralistes sont pour la plupart libéraux et du coup, j'allais dire, ils sont un peu jacobins, mais c'est un peu ça. Ils aiment bien leur indépendance en fait dans l'histoire, quoi. Donc ils essayent de faire chacun leur revue de façon indépendante en disant c'est meilleur que le voisin. Donc il y a tout un problème d'esprit en fait, qui fait à mon sens, ça sera compliqué de trouver une seule revue. Et parce que c'est compliqué déjà de réunir tout le monde sous la même enseigne, hein. Et là je parle en tant qu'administrateur du collège de médecine G. Je vous avoue que certains débats entre SFMG, CNGE, CFTG, ça peut être coton, notamment sur la question du codage. Parce que tout le monde veut, que tout le monde prêche sa paroisse. C'est un petit peu, on en est là. Il n'y a pas pour l'instant d'uniformité de ce côté-là. Là où, à l'étranger, et là où ça marche, il y a une uniformité. Et c'est beaucoup plus simple du coup de dire, on fait un codage, comme ça, on fait telle revue, il y a une revue. Les Anglais par exemple, le Royal College of General Practice, ils ont une revue, le British Journal, qui a un impact factor du coup du tonnerre, parce que c'est une seule revue qui est reconnue et ça marche. Et du coup, il n'y a pas eu tout de projet de revue ou de choses similaires à ce que fait Prescrire, quoi. Ou sinon, oui, il y a Prescrire, avec les points positifs et les points négatifs de Prescrire, hein. Typiquement l'évaluation de la chimiothérapie X on la prescrit pas en médecine G, donc on s'en fout, quoi. Est-ce que quand on utilise les données, par exemple d'une maison de santé, il faut qu'on demande l'autorisation à la CNIL ou au CPP est-ce qu'il c'est... Ouais, quoi, c'est ça. Ouais. Je sais pas, il y a ta voisine qui... Tu voulais réagir? Non, je suis très mauvais dans le lexique. Je comprends pas la moitié de mon... Ah, d'accord, ok, je vais traduire. Le CPP, c'est le comité de protection des personnes. Voilà, en fait, c'est ce qui dit si la recherche est éthique, si elle respecte l'éthique ou pas. Si... en gros, elle vérifie que tu ne vas pas tuer quelqu'un en faisant ta recherche, quoi. Alors, je rappelle, juste, je vais essayer de faire la loi Jordet en 30 secondes et simplifier. Donc, par principe, quand je dis qu'on est sur une mine d'or, c'est que c'est des données qui existent et des données qui sont issues de la pratique courante. On n'a rien demandé aux patients. On n'a rien fait de plus aux patients. Et le médecin n'a rien fait de plus que de remplir son dossier pour sa pratique courante. Donc c'est accès à ces données-là, éthiquement, il n'y a pas de souci. Puisque en fait le patient, pour lui c'est transparent. Voilà. La seule règle, c'est une règle en fait liée à la protection des données. C'est-à-dire qu'il faut que l'extraction soit anonyme. Grosso modo, en fait. C'est pas compliqué, hein. C'est pas compliqué de rendre une extraction anonyme. Et c'est la seule limite. Et en fait, du coup, il n'y a pas de limite. Sur des données qui existent, il n'y a pas de limite. Là où c'est plus compliqué, c'est quand on se lance dans de vrais protocoles avec un suivi en plus du suivi classique de la pratique courante, quoi. Je vais prendre un exemple, c'est il y a quelques années maintenant, parce qu'avec le Covid ça passe. Justement, CNGE s'était lancé dans une étude sur les pneumopathies, un truc basique de médecine G, hein. Comment on traite les pneumopathies. Et surtout, est-ce qu'on peut réduire la durée de l'antibiothérapie dans les pneumopathies en ville? Question très basique et très utile.
de savoir si on met 10 jours, 7 jours ou 5 jours d'amoxicilline dans les pneumopathies. Sauf que pour prouver ça, il fallait inclure le patient. Et puis il faut surtout lui faire subir un tas d'examens en plus que tu n'aurais fait pas subir en pratique courante. Il faut une radio, il faut une prise de sang, il faut voilà. Et en pratique courante, en fait, oui, peut-être c'est marqué dans les recos, mais la plupart des médecins G ne font pas de radio et ne font pas de prise de sang sur une pneumopathie basique. Donc ça, par contre, du coup, ça passe par le comité des personnes et du coup, il faut informer le patient. Mais c'est ce que je disais, en général, ils adorent participer. C'est pas le problème. C'est juste que ça demande par contre la mise en place d'un protocole et ça prend du temps. Merci. T'as une question ou pas ça mature, on va dire. Bonjour, moi je m'appelle Elena et du coup moi c'était une question un peu plus pratique. Du coup vous êtes médecin G, c'est ça? Et vous faites de la recherche. Et du coup comment la recherche elle impacte du coup votre organisation dans le temps de travail, dans l'échange entre les équipes, comment au final votre quotidien il est devenu en étant on est chercheur en médecine générale, si on peut appeler ça comme ça. Ouais, alors c'est très simple. Moi j'ai la chance d'être chef de clinique, donc d'être payé pour faire de la recherche. Pour le coup, je suis à mi-temps, donc je fais 2 jours et demi au cabinet et 2 jours et demi, 2 jours et demi de consultation. En fait, je vais plutôt dire comme ça. 2 jours et demi de consultation et 2 jours et demi où je fais de l'universitaire. Donc où je fais de l'enseignement, mais je fais beaucoup de recherche pour le coup. Enfin, principalement de la recherche en tout cas. Donc ça impacte le fait tout simplement que tu vois qu'il est patient que 2 jours et demi et qu'il faut que les 2 jours et demi suivants, s'il se passe un truc, c'est un peu, il faut compter sur les collègues quoi. Donc faire de la recherche quand on est tout seul dans son cabinet au fin fond de la campagne, c'est compliqué. Je le dis tout de suite. Ça demande en fait ce qu'il y ait des collègues qui soient aptes à prendre le relais quand on fait de la recherche. Et je dis consulter parce qu'en fait, je peux être au cabinet et faire de la recherche, mais du coup je consulte pas, forcément. En tout cas hors investigation. Si je parlais de la recherche sur l'hypertension, je suis au cabinet parce que j'ai besoin d'accéder au dossier, mais je suis pas là en fait. Je suis pas pour les patients. Si je fais d'autres choses de recherche, c'est pareil. Je peux être présent physiquement, mais pas être présent en tout cas. Donc moi, je m'organise comme ça, 2 jours et demi. Après, moi, j'entame ma thèse de science, sur la relation médecin-patient. Et du coup, je suis rattaché à un laboratoire pour le coup. Voilà. Suite à mon master 2. C'est une des voies d'accès. J'ai accédé en fait au labo via le master 2, pas via le DMG. On en est où sur les durées d'assistanat clinical et de l'accès au secteur 2 en médecine générale? Alors, l'accès au secteur 2 est sous condition d'avoir fait un clinica, au minimum 2 ans. On en discutait en préambule tout à l'heure de cette question-là. Le secteur 2 et la médecine G, c'est pas... il faut bien choisir son endroit quand même. C'est pas comme les autres SP où facilement tu peux un peu faire un petit plus dans la consulte. En médecine G, ce que je disais, j'ai un vieux confrère maintenant qui a lui accédé au secteur 2 par d'autres moyens, parce qu'à l'époque on pouvait accéder par d'autres moyens. Il est en secteur 2 et très franchement, oui, facture certaines consultes en plus, mais je suis pas convaincu en tout cas, j'ai pas fait le clinica pour ça, quoi.
Et je suis pas sûr qu'à la fin de mon clinical, je suis même quasiment sûr que je ne ferai pas de secteur 2 au final. C'est une discussion très, à la fois financière, un peu philosophique, mais aussi financière qu'il faut quand même avoir. Le clinica en lui-même, donc c'est 2 ans, renouvelable une fois, donc 4 ans au total, comme tous les autres aspects, hein, je précise, avec une exception un peu particulière, je vous suis l'exemple, c'est qu'en fait on peut prolonger au-delà des 4 ans pour aller jusqu'à 8, à la condition d'avoir une perspective de nomination en tant que maître de conférence derrière. Donc ça veut dire de faire son master 2, de faire sa thèse de sciences, voilà, d'être engagé dans un laboratoire et tout le truc, quoi. Mais on a cette exception-là en médecine générale parce que justement c'est compliqué quand même, c'est plus compliqué pour nous de concilier la vie au cabinet et notre vie universitaire. C'est plus compliqué pour ceux qui sont au CHU. Mais ça se fait, je précise, ça se fait. Il y a peut-être juste la mobilité qui est un peu compliquée aussi, mais ça c'est beaucoup plus tard. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres remarques ? Qu'est-ce que j'ai dit ? On sait que on sait qu'il y a des recherches quand même en dehors de l'université en médecine G, ça se sait. J'ai un conflit d'intérêt puisque j'ai parlé de quelque chose que fait l'association FERJP, mais qui est l'annuaire recherche avec ce soutien qui est fait avec le soutien du collège de médecine G. Et justement, on sait que au sein notamment d'associations comme la SFMG, comme la SFTG, on sait qu'il y a des chercheurs qui ne sont pas universitaires forcément, mais qui font de la recherche. Donc, qui sont en général au minimum, au moins un moment de leur vie rattachés à un laboratoire. Au moins, rien que pour avoir des contacts. Mais qui n'y sont plus forcément et qui font de la recherche. Et du coup, on a lancé un outil qui s'appelle l'annuaire recherche qui a pour but de recenser justement ces personnes-là et de les mettre en contact et de faciliter en fait la mise en contact pour faire avancer les travaux de façon plus facile, quoi. Parce que c'est quand même la recherche, ça se fait jamais tout seul, ça se fait toujours à plusieurs. C'est comme ça qu'on avance. On n'avance jamais tout seul dans son coin. Est-ce qu'il y a des questions, notamment, alors, tu fais une année de recherche, donc tu vas faire rien, mais est-ce qu'il y a des questions sur les masters ou sur comment on disait comment contacter un laboratoire, mais ça peut être plus simplement comment rentrer dans le processus, dans la filière entre guillemets universitaire, ou pas du tout. Ou je vous ai dégoûté des recherches. Rapidement, comment on fait pour rentrer dans la recherche ? Alors, déjà, comme je vous l'ai dit, comme j'ai dit en introduction, votre premier travail de recherche, c'est maintenant. Bah oui, c'est votre thèse. C'est votre thèse d'exercice. Donc, si vous pensez avoir un petit peu d'appétence pour la recherche, je vais dire blindez votre thèse, mais blindez pas dans le sens d'essayer de révolutionner le monde, parce que vous n'y arriverez pas, mais parce que vous avez d'autres choses à faire, mais blindez, et c'est ce qu'on attend d'une thèse d'exercice, blindez sur le plan méthodologique, c'est-à-dire faites quelque chose de carré. Un truc à petite échelle, mais carré. Ce qui vous permettra déjà d'avoir un bon pied à la fois de vérifier que vous aimez ça, parce que quand on commence à faire les choses de façon carrée en recherche, ça prend du temps et ça peut être parfois ça peut donner parfois des maux de tête, mais en tout cas essayez de le faire et c'est déjà un bon pied, parce que
on recherche jamais de zéro. Ça, c'est aussi le principe. C'est-à-dire, on part pas d'un truc qui n'existe pas, ou on n'invente pas, on part pas de rien. On part toujours de quelque chose. Alors, ça peut être quelque chose qui a déjà été fait, ou ça peut être justement l'occasion de faire une base en fait sur que votre thèse vous sert de pied à l'étrier en fait pour la recherche, et de se dire que vous allez continuer à faire ça, alors après d'une manière ou d'une autre, et je vous invite à notamment utiliser le moment de la soutenance pour en discuter. C'est un bon moment, ça, la soutenance, pour discuter de ce genre de choses en mode ah ouais, j'aimerais bien continuer. Et en plus, si vous faites les choses de façon carrée, mais à petite échelle, mais carrée, on va vous dire c'est bien ce que tu as fait, c'est très bien même. Est-ce que ça te dit de continuer? Ça arrive quand même assez souvent. En sachant que l'étape suivante, c'est de publier quelque chose, puisque on ne fait pas de la recherche, on fait de la recherche pour tout le monde, pour tous les médecins, et que le seul intérêt de faire de la recherche, c'est aussi de la publier, en tout cas de la diffuser. Et pour la diffuser, il faut la publier, d'une manière ou d'une autre, communiquer en congrès. Et donc, si vous faites les choses bien, en fait, on va vous inciter à le faire. Et c'est comme ça que ça vous permet facilement, je dirais, et de façon un peu transparente, de rentrer dans la recherche. Après, il y a la voie royale de se dire on va commencer à faire un Master 2, hein, ça aussi. Mais c'est plus compliqué, ça demande quelques années, quelques mois de préparation, quoi. De planification, pour être exact, pour en revenir au problème de ça commence en septembre et le stage commence en novembre. Bonjour, Luna, je suis interne de premier semestre, moi, à Angers. Et pour revenir là sur cette question d'envisager des projets de recherche au-delà de la thèse, mais quand même en commençant dès maintenant, en incluant notre projet de thèse dans ce projet à long terme, je trouve que comme il est assez difficile déjà d'être accompagné pour nos projets de thèse avec les DMG à titre un peu individuel quand on a des projets personnels, c'est super difficile de pouvoir se dire ce projet de thèse il va m'ouvrir tel champ d'action derrière. Et je pense particulièrement au projet peut-être de recherche non médicale, mais de recherche en pédagogie et en sciences humaines, dans le domaine peut-être de notre formation en médecine, où parfois on n'a pas forcément les portes ouvertes dans nos DMG, parce que c'est pas tellement les projets et les domaines qui sont explorés dans nos DMG. Et est-ce qu'en tant qu'interne dans une subdivision, on peut avoir accès aux projets de recherche qui pourraient avoir lieu dans d'autres villes ou auprès d'autres internes sur des projets de thèse qu'on pourrait mutualiser? Alors oui, c'est tout à fait faisable. Je suis à Caen et j'ai une thésarde qui est à Marseille et qui va soutenir là en avril. Alors c'est un exercice particulier, hein. À la fois pour elle et pour moi, ça n'a pas été l'exercice le plus ordinaire, c'est-à-dire de diriger à 700 km de distance. Ça demande, notamment de la part de l'étudiant ou de l'étudiante, une certaine autonomie quand même. Parce que on peut pas dire au fait alors maintenant il y a plein de moyens, hein, on peut faire une visio rapidement, machin, un truc, mais quand même ça demande de l'autonomie. Après le truc c'est qu'il faut arriver à savoir qui travaille sur quoi. Alors c'est l'objet de la recherche aussi d'essayer d'identifier qui travaille sur quoi, sur les thématiques, mais c'est un peu compliqué. Et c'est d'autant plus compliqué, comme tu le dis, quand on commence à parler à des questions de sciences humaines et de pédagogie. J'en suis totalement conscient pour faire des recherches en sciences humaines et en pédagogie, donc je sais très bien c'est très compliqué. Et, comment dire, c'est vrai que si le DMG n'est pas forcément aidant, en tout cas intéressé, en théorie il faut taper à l'extérieur du département. Enfin moi c'est ce que j'ai fait, hein. C'est-à-dire que moi mes encadrants c'est des gens qui font des sciences de l'éducation, pas
du tout. Mais parce que je les ai connus par mon master. Rien, et que parce que j'ai fait un master de sciences de l'éducation. Voilà. Mais si tu ne rentres pas dans le truc du master et juste pour ta thèse, ça peut être... Il y a toujours en général, dans chaque subdivision, il y a toujours un mec qui n'est pas forcément métier, mais qui s'intéresse à ces questions de pédagogie en tout cas, à l'université. Après, il faut demander, parce que c'est des choses qui sont connues localement, c'est-à-dire qu'en fait, les gens du département savent qui s'intéresse, quel PH s'intéresse à la pédagogie. Si tu as fait ton externat, en général, c'est aussi plus simple parce que tu sais à peu près, tu sais en général qui s'intéresse à la pédagogie ou qui s'intéresse pas à la pédagogie, quoi. Qui t'a marqué en cours d'externat et qui t'a pas du tout marqué et que t'as oublié parce que le mec était nul. Donc il y a toujours dans tous les UFR des universitaires qui s'intéressent à la pédagogie et il y en a de plus en plus. Je peux pas te dire à Angers qui. Là, Joker. Mais c'est une des solutions 1, chercher dans d'autres spécialités, solution 2, chercher carrément dans d'autres disciplines, mais c'est plus compliqué. Il y a clairement un déficit justement d'information et de liens qu'on essaye juste de combler, mais on part de zéro là pour le coup. Après, pour finir, une des solutions aussi, c'est justement, alors beaucoup exercer est une bonne source pour ça, c'est de regarder qui publie en pédagogie. Et il ne faut pas hésiter à y aller au culot, quoi. On a tous fait en tant que chercheur d'aller au culot, de contacter les gens en disant au fait, j'aimerais travailler sur ça, vous avez publié sur ça, machin. Moi, c'est comme ça que l'étudiante est venue me voir, en fait. Elle y est allée au culot au congrès du collège de Mettingen, en disant on s'était vu, j'ai vu que tu parlais de ça, est-ce que ça t'intéresse de donner un coup de main sur ma thèse qui est sur le même sujet? C'est comme ça que je me suis retrouvé, elle s'est retrouvée avec un directeur à 700 km et moi à diriger une étudiante qui est à 700 km. Et il y a des au culot et ça a marché. S'il n'y a plus de questions, je crois que c'est 12h45, donc on va arriver à la fin de la session. Merci beaucoup à toutes et tous. Pour ceux qui s'intéressent, je reste. À moins que si tu as une remarque encore. Non. Je reste à disposition. Il y a aussi de l'asso fairjp.org. Et puis, du coup, on organise 2 événements pour les internes, mais pas que, qui sont intéressés par la recherche. Il y a la préconférence du congrès de Mettingen le 23 mars, qui fait donc le mercredi avant le congrès du collège de médecine générale. Et il y a l'école d'automne qui est le 6 et 7 mai à Caen, où on fait des formations justement, notamment et surtout en fait à destination des internes pour vous aider dans votre thèse avec des experts qui sont viennent de toute la France pour organiser ces 2 jours de formation. Merci de votre attention et participation et bon appétit.